Merci de rester fidèle à Afro Info de 43, chers téléspectateurs. Le président Paul Kagame a récemment approuvé une série de retraites au sein de l'armée rwandaise, prenant plusieurs officiers supérieurs du haut rang. Cette décision inattendue a provoqué un certain étonnement et a été largement commentée par les observateurs. Parmi les officiers mis à la retraite figure le puissant général James Kabarebe, qui jouait un rôle influent au sein des forces armées rwandaises et a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de ministre de la Défense. Sa retraite marque un changement significatif dans la hiérarchie militaire du pays. La décision du président Kagame inclut également la retraite de multiples généraux comme Fred Ibingira, Charles Kaonga, Frank Mushio Kamazi et aussi Martin Zaramba, ainsi que d'autres officiers du haut rang. Au total, 83 officiers supérieurs, 6 officiers subalternes, 678 réservistes en fin de contrat, ainsi que 160 personnes en congés médicaux se voient également concernées. Les raisons exactes derrière cette vague de retraités n'ont pas été officiellement divulguées par le gouvernement rwandais. Cependant, certaines spéculations évoquent la volonté de renouvellement, de modernisation au sein de l'armée rwandaise afin de faire face aux défis sécuritaires contemporains. Cette décision pourrait également donner l'opportunité à des jeunes officiers de prendre des postes de responsabilité et de contribuer à la transformation de l'armée. Toutefois, certaines expriment des inquiétudes quant à la stabilité et à l'expérience nécessaire pour faire face aux défis sécuritaires actuels et futurs. Le président Kagame, en tant que commandant en chef des forces de défense rwandaises, RDF, conserve toujours un rôle clé dans le fonctionnement de l'armée et continue d'influer les décisions stratégiques. Il sera intéressant de suivre les conséquences et changements concrets que ces retraites engendreront au sein de l'armée rwandaise. Le renouvellement de la hiérarchie militaire peut apporter de nouvelles perspectives, mais doit également s'accompagner d'une transition en douceur et d'une gestion prudente des connaissances et des expériences des officiers sortants. Le Rwanda, qui connaît une transformation remarquable depuis le génocide de 1994, demeure un acteur clé dans la stabilité de la région des Grands Lacs africains. Il est crucial que les retraits au sein de l'armée soient effectués de manière à garantir la continuité de la sécurité nationale et à maintenir la réputation du pays en tant que partenaire fiable dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Plusieurs figures politiques telles que Lambert Mende, Bonganga, Jacquemin Chabani et Kouangé Omer, Thierry Monsenempo et d'autres sont présents pour la cérémonie de convocation de l'électorat pour la présidentielle. Des responsables des diverses confessions religieuses sont également là, à l'exception de l'ECC, mais aussi de la SENCO. Une nouvelle étape dans la concrétisation du calendrier électoral publié en novembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante a été franchie ce vendredi 1er septembre. Le corps électoral pour les scrutins présidentiels prévus le 20 décembre prochain est officiellement convoqué. Dans son discours, Denis Kadima, président de la centrale électorale, s'est montré optimiste quant au déroulement normal du processus électoral en cours jusqu'à son issue, la phase post-électorale. À ces prophètes des malheurs qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous leur répondrons simplement en 2 mots, sans effet, a déclaré Denis Kadima. Sous quelques acclamations dans la salle, il ambitionne de bâtir une série modèle qui pourra inspirer non seulement les équipes à venir au sein de la centrale électorale congolaise, mais dit-il, même au-delà de nos frontières. La vision de la CENI est celle de devenir une CENI des standards mondiaux qui exprime une culture démocratique pérenne en RDC. Nous aspirons aussi bien avec humilité qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et les équipes qui nous succéderont à la CENI ainsi que nos frères et sœurs d'autres pays africains et au-delà, a ajouté M. Kadima. Et la CENI avance avec des processus malgré les consternations dans les rangs de l'opposition, de la société civile, de l'Église catholique et les CC qui continuent d'exiger
un consensus autour des opérations électorales. Ces parties prenantes veulent notamment qu'il y ait un nouvel audit externe du fichier électoral pour renforcer la confiance. Dans ce contexte, où les revendications n'obtiennent pas l'écho favorable, Martin Fayulu et son parti SID ont décidé de ne pas déposer des candidatures aux législatives nationales, provinciales et à l'élection des conseillers communaux. Joseph Kabila Kabange et sa famille politique ont boycotté les processus dès le début, conditionnant la participation à la recomposition de la Cour constitutionnelle et la CENI, signalant que toutes les candidatures seront déposées à Kinshasa au bureau de réception et de traitement des candidatures qui sera ouvert et opérationnel du 9 septembre au 8 octobre 2023, soit pendant 30 jours. Note actualité.cd. Les vice-ministres des Affaires étrangères et autorités morales de l'ADPC, un parti politique membre de l'Union sacrée et du regroupement politique AB qui aligne 80 candidats députés nationaux et une centaine de candidats députés provinciaux de 52 au Congo central, séjournent dans les Congo central où ils mobilisent pour les élections et la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la prochaine présidentielle, note Stani Chiamala. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le jeudi 31 août de l'année en cours des lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC. Il s'agit notamment de M. Anouar Othman Barout Al-Baroudi des Émirats Arabes Unis, Roxane de Bilderlein de la Belgique, Angèle Marianne Van der Samoura des Pays-Bas et aussi M. Odd Mosler de la Norvège. Comme l'indique une dépêche de la cellule de communication de la présidence parvenue le 1er septembre à 7sur7.cd, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, la conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique Katharina Wagner-Mboui et d'autres personnalités politiques et administratives ont pris part à cette cérémonie. Reçue à tour de rôle, rapporte la même source, ces diplomates ont exprimé dans les livres d'or leur volonté de développer la coopération entre la RDC et leurs pays respectifs. Bien avant sa nomination en tant qu'ambassadeur en RDC, Anouar a été conseiller auprès du secrétariat général du Conseil supérieur de la sécurité nationale dans son pays. Il a également occupé des postes de conseiller dans la mission des Émirats Arabes Unis auprès des Nations Unies. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité. Roxane, et quant à elle, a un master en interprétation des conférences français, anglais, espagnol et elle a exercé la fonction d'ambassadrice de Belgique au Japon et au Kenya. Elle a aussi occupé des postes de directrice de cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge. De son côté, Angèle Marianne a été chef des missions adjointe de Pays-Bas en Tunisie et conseillère en matière de sécurité à l'ambassade des Pays-Bas en Indonésie, mais aussi en Thaïlande. Enfin, le nouvel ambassadeur de la Norvège, Odd Molster, était chef de mission par intérim à l'ambassade de Norvège en Espagne et directeur des relations diplomatiques et protocolaires au ministère norvégien des Affaires étrangères. Terminons par cette nouvelle. La République démocratique du Congo connaît ces derniers jours des troubles majeurs, notamment dans la ville de Goma, des manifestations contre la MONUSCO, la force régionale de l'EAC et les ONG internationales ont engendré de lourdes pertes en vies humaines. Face à cette situation, la MONUSCO et que le gouvernement congolais ont exprimé leur position par les billets des communiqués officiels relevant le point de convergence. La MONUSCO a d'emblée souligné les caractères potentiellement violents de la manifestation, précisant qu'elle s'annonçait violente de l'aveu même de ses organisateurs et le gouvernement congolais renchérit en insistant sur les actions qui ont porté atteinte à l'ordre public mené par les organisateurs de cette manifestation. L'organe onusien et les autorités nationales se rejoignent donc sur la nature violente préalable prévue de ces rassemblements. L'autre point majeur de ces convergences entre les deux déclarations réside dans la notion de responsabilité des organisateurs. Alors que la MONUSCO note explicitement les menaces de violence perpétrées avant la manifestation, le gouvernement pointe du doigt les conséquences de ces menaces. Le fait marquant étant des décès
décès par lapidation d'un élément des forces armées de la police, acte qui a déclenché une intervention musclée des forces de l'ordre selon les autorités. Tant la MONUSCO que le gouvernement congolais expriment leur souhait de voir une enquête être diligentée. Et la mission onisienne encourage fortement les autorités congolaises à diligenter une enquête prompte et aussi indépendante, tandis que le gouvernement soutient l'enquête ouverte auprès de l'auditorat militaire de garnison de Goma. Et les deux entités s'accordent donc sur la nécessité d'établir de responsabilités claires à la suite de ces tragiques événements. Note actualité.cd. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de nous laisser un like. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info des 43. Au revoir.